L'essentiel de l'actualité, PASTEF conforte sa majorité parlementaire. Le Conseil constitutionnel valide les résultats définitifs des législatives anticipées. Avec 130 sièges sur 165, Ousmane Sonko et sa coalition s'imposent largement. Cette victoire marque un tournant dans l'équilibre des pouvoirs au Sénégal. Modernisation des Dara, 25 milliards investis à l'approche de la journée nationale des Dara. Focus sur les avancées réalisées depuis 2012. L'État et ses partenaires ont lancé plusieurs projets pour améliorer ces institutions. Une initiative qui illustre la volonté de préserver et moderniser l'enseignement coranique. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, cap sur l'avenir. Clôture d'une semaine dédiée à l'entrepreneuriat sous le thème Entrepreneuriat pour tous. Avec 65 partenaires mobilisés dans 12 régions, l'objectif est de former une nouvelle génération de chefs d'entreprise. Habib Sy, fondateur de Jocolabs, dresse un bilan prometteur. Et hors de chez nous, calme fragile après une nuit de raid en Israël. L'État hébreu a intensifié ses frappes, plongeant le pays dans une nuit de violence. Ce matin, un répit semble s'installer, mais les tensions restent vives pendant ce temps. Jean-Noël Barrot poursuit sa tournée en RDC et au Tchad avec un arrêt dans un camp de réfugiés soudanais. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. En bref, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre sans surprise. Ces résultats confirment les tendances provisoires annoncées par la Commission nationale de recensement des votes. La liste de PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko sort largement victorieuse avec 130 des 165 sièges du Parlement, consolidant ainsi sa majorité. Célébration ce jeudi de la journée nationale des Dara. À quelques heures de l'événement, la rédaction de 7TV revient sur les efforts déployés pour leur modernisation. Depuis 2012, l'État du Sénégal, avec ses partenaires au développement, a investi près de 25 milliards de francs CFA dans divers programmes. Ces projets suivaient plutôt. La question relative à la modernisation des Dara est l'un des thèmes qui aura le plus cristallisé le débat social ces dernières années. Même si plusieurs points ne font toujours pas l'unanimité, mais plusieurs efforts ont été consentis ces dernières années. Lors de la deuxième journée nationale des Dara de l'année dernière, Macky Sall, président d'alors, est revenu en chiffres sur l'argent injecté dans les Dara sous son magistère. Selon lui, depuis 2012, l'État du Sénégal, avec le concours des partenaires au développement, a mis en place des projets et programmes d'envergure nationale représentant un investissement global de plus de 25 milliards de francs CFA. Toujours selon le désormais ancien président, ces efforts ont abouti à la construction de 78 Dara modernes dans plusieurs régions et la réhabilitation de 98 autres Dara qui étaient déjà fonctionnels. Parallèlement, l'accompagnement de 603 Dara, y compris des Dara préscolaires, a permis de relever sensiblement le niveau de vie scolaire de 33 880 bénéficiaires directs en accès et en qualité. Sans oublier le recrutement de maîtres coraniques dans la fonction publique, une subvention annuelle de 6 milliards, dont 1 milliard est spécifiquement dédié à une dotation en riz, afin de contribuer à la prise en charge alimentaire des Ndongo Dara et leurs maîtres coraniques pour limiter les effets néfastes de la mendicité. Sur le plan réglementaire, le décret numéro 2023-225 du 18 janvier 2023 a institué la journée nationale des Dara, célébrée chaque 28 novembre de l'année. Une journée renforcée par un autre décret instaurant le Grand Prix international du récital du Saint-Coran, dont l'édition de l'année dernière avait été remportée par Sokhna Ndeye Bousso Diatara. لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء.
clôture ce matin de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Sénégal, co-organisée par Jocolabs et l'USAID sous le thème Entrepreneuriat pour tous. Ce projet, étendu à 12 régions et réunissant 65 partenaires, vise à outiller les futurs chefs d'entreprise. Habib Sy, c'est le fondateur de Jocolabs et revient ici sur les perspectives de cette initiative. La vision que l'on a, c'est clairement qu'aujourd'hui, pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau sénégalais, face aux défis que l'on rencontre, c'est de pouvoir avancer collectivement et ensemble faire bouger le pays. Et où que l'on soit à Diourbel, que l'on soit à Matam, que l'on soit à Ourossogui, que l'on soit à Saint-Louis, aujourd'hui, on doit pouvoir réaliser ses rêves et pouvoir avancer et performer et pouvoir transformer son idée en succès. Vous avez des programmes, ils en parleront, comme l'USAID, Entrepreneuriat et Innovation. Les ministères ont un programme extrêmement ambitieux aussi pour aller à proximité des populations. Nous avons commencé à travers la semaine à chercher à fédérer, à identifier, à voir quels sont les acteurs. Je vous ai parlé de 65 partenaires sur l'étendue du territoire. C'est aussi ça, c'est-à-dire de voir qui sait faire des choses, voir comment les renforcer et pouvoir aujourd'hui optimiser les accompagnements qui vont pouvoir être faits. Braver les défis et entreprendre, c'est le pari réussi de Fama Ndiaye plutôt et Maguette Diagne. La première s'illustre dans la confection d'habits tradis modernes, tandis que la seconde transforme des produits locaux. Malgré leur succès, elles rencontrent des obstacles financiers pour renforcer la résilience économique de leur entreprise. Fama Ndiaye est chef d'entreprise depuis 7 ans. À elle seule, elle a embauché 6 travailleurs. Un parcours presque similaire à celui de Maguette Diagne, étudiante de son état. Avec le concours de son école de formation, elle transforme des produits locaux. Ces deux dames, sans l'aide de personne, se sont forgées. J'ai grandi aux côtés de ma maman qui m'a appris le métier. En grandissant, j'ai compris qu'avec les céréales locales, on peut en faire des produits de haute qualité. Nous confectionnons tout type de tenues tradies modernes. De fil en aiguille, leurs entreprises respectives gagnent en renom et en visibilité. Néanmoins, elles butent sur des écueils qui font office de frein à leur essor. Nous confectionnons tout type de tenues tradies modernes. Voyez par vous-même, les modèles sont aussi jolis les uns que les autres. Mais malheureusement, on n'a pas de local pour promouvoir les produits. Si on avait mis à notre disposition des financements, ce serait une autre histoire. On pourrait avoir accès aux grandes surfaces et pourquoi pas le marché international. Toutefois, elles tiennent le coup et espèrent qu'avec le soutien des autorités locales et des organisations spécialisées, le consommé local pourra concurrencer les produits importés. Les autres concurrents étrangers ont des matériels de pointe qui aident à fabriquer des produits de haute facture. Nous ne sommes pas très loin. Venus exposer leurs articles pour la clôture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, elles gardent bon espoir de s'insérer dans le marché de l'entrepreneuriat et de manière pérenne. Merci Omar Thiam. En bref, les travailleurs de la Société nationale La Poste entrevoient des jours meilleurs. L'État s'engage à régulariser le paiement des salaires dès 2025 et à stabiliser financièrement l'entreprise. Le ministre Alioune Sall a également annoncé des réformes prioritaires, notamment la digitalisation des services et le renforcement des compétences des agents. À Saint-Louis, des produits illicites d'une valeur de 260 millions de francs CFA ont été incinérés. Parmi eux, des médicaments, du cannabis et des cigarettes de contrebande saisies par les douanes sur une période de 3 ans. Le gouverneur Al-Hassan Sall a salué le travail des agents dans la lutte contre ces trafics.
L'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Kaolack a célébré la présentation de drapeau de sa 44e promotion, composée de 182 stagiaires, dont 23 femmes et d'une vingtaine d'étrangers. Cette promo marque la fin d'un cycle de formation intensif. La cérémonie de présentation de drapeau fait suite à l'initiation de la 44e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active qui est entrée à l'école le 5 septembre et qui a fait 45 jours dans la formation initiale qu'on appelle formation initiale du combattant. Le but de cette formation, c'est vraiment de raffermir la cohésion, mais également de leur faire sortir du statut de civil vers un statut militaire avec une nouvelle façon de penser qui est plus conforme au statut de militaire et au métier des armes. Donc cette promotion qui est à l'honneur aujourd'hui, la 44e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, comporte en son sein 182 stagiaires, dont 23 personnels féminins. Et nous avons également eu l'honneur d'accueillir 21 stagiaires de pays amis. Donc il y a 10 pays amis qui nous ont fait la confiance et l'honneur de nous confier leurs stagiaires. Et puis, sécurisation des frontières, le Sénégal et la Gambie ont lancé leur première opération militaire conjointe sous la direction du colonel Yahya Diop. Cette patrouille historique a permis de sécuriser 19 localités, renforçant ainsi la coopération militaire et la confiance entre population et forces de défense. C'est une première historique. Après 2 ans de planification minutieuse, l'armée sénégalaise et l'armée gambienne ont lancé une patrouille conjointe sur l'ensemble de leurs frontières communes. Objectif, sécuriser les populations et lutter contre les menaces transfrontalières. L'armée gambienne et l'armée sénégalaise travaillent depuis longtemps. Ça, c'est l'aboutissement de réunions et de planification qui ont duré presque 2 ans pour aboutir. On a très bien planifié ça. On a fait des planifications avec les Gambiens, aussi bien ici au Sénégal qu'en Gambie. Et aujourd'hui, on peut se réjouir vraiment d'avoir réussi, en tout cas pour la première fois, une opération de cette envergure-là, qui a pris en charge toute la frontière, en tout cas de la région de Ziguinchor et du nord de la Gambie. Une opération qui, au-delà de la sécurité, a également pour but de rassurer les habitants souvent confrontés à l'insécurité. L'objectif de ces genres d'opérations, dans un premier temps, c'est de sécuriser, comme toute opération militaire. Donc, rien que la présence militaire dans ces zones-là est dissuasive. Ça permet également de rassurer la population, parce que les populations ont besoin de se sentir protégés par les différents États, aussi bien gambiens que sénégalais. Et enfin, ça permet d'asseoir la confiance et de rétablir la crédibilité des forces de défense et de sécurité entre les populations et ces dernières. Cette patrouille conjointe, saluée par les populations locales, pourrait servir de modèle pour d'autres initiatives transfrontalières en Afrique de l'Ouest. Une coopération militaire qui, selon les autorités, témoigne de l'engagement des 2 nations à garantir la paix et la sécurité dans la sous-région. Santé à présent, et c'est pour parler de la 4e journée, édition plutôt des journées scientifiques sur le sida. La rencontre a réuni pendant 3 jours chercheurs et acteurs de la riposte au Sénégal. En plus du VIH, les discussions ont porté sur d'autres pathologies comme les hépatites et la tuberculose. Inscrits depuis quelques années dans l'agenda scientifique, les journées scientifiques SIDA sont devenues un rendez-vous incontournable dans la lutte contre le VIH au Sénégal. Cette cérémonie officielle de la 4e édition des journées scientifiques du SIDA du Sénégal marque la persévérance des acteurs engagés dans la lutte contre le SIDA. Le thème retenu cette année porte sur le triptyque intégration, innovation et impact, un choix pas fortuit. En effet, l'objectif d'éliminer le sida d'ici 2030 nécessite une mobilisation collective de tous les acteurs, gouvernements, ONG, partenaires techniques et financiers, chercheurs,
professionnels de la santé et communauté. Ce rendez-vous permet aussi de sensibiliser davantage sur la levée des barrières, empêchant à beaucoup d'aller se faire dépister. Éliminer le sida ne se limite pas seulement à réduire la prévalence du virus, mais également à garantir un accès universel à la prévention, au dépistage et au traitement. Ainsi donc, durant 3 jours, des spécialistes en la matière vont discuter autour du plan stratégique pour l'élimination du VIH-Sida à l'horizon 2030. Occasion pour distinguer aussi ceux qui, depuis l'apparition du premier cas, se sont donné tâche ardue. Malgré des progrès significatifs, des défis subsistent dans la lutte contre le VIH au Sénégal. Parmi eux, l'accès au traitement et la diffusion d'informations fiables. L'objectif d'éliminer le VIH d'ici 2030 reste ambitieux mais réalisable. Conformément au plan stratégique de lutte intégré, le Sénégal continue la riposte pour l'élimination du VIH à l'horizon 2030, en passant par les objectifs intermédiaires des 3,95 fixés par ONU-SIDA. Pour le premier 95, qui consiste à dépister donc 95% des personnes vivant avec le VIH, le Sénégal est à 90%. Le deuxième 95, qui consiste à mettre sous traitement 95% de ces personnes dépistées, le Sénégal est à 93%. Et pour le dernier 95, c'est-à-dire la suppression virale, le Sénégal est à 91%. Mais pour atteindre l'objectif fixé, il reste encore des défis à relever. La cible jeune, par exemple, il faudrait essayer de voir quelles stratégies vont atteindre ces jeunes-là pour les mettre en œuvre. L'autre défi actuel est celui lié à la désinformation, la façon dont on traite les informations relatives au VIH, surtout sur les nouvelles plateformes, n'aide souvent pas dans la lutte. Ce qu'on attend des journalistes, c'est de nous aider à partager les informations très importantes pour susciter à la population, d'aider, accompagner leurs parents à aller se faire dépister non seulement, mais aussi accompagner les parents qui vivent avec le VIH à rester dans le traitement. Farah Diaw est le premier journaliste à donner en 1986 des informations liées aux 6 premiers cas apparus au Sénégal. Il constate que depuis lors, beaucoup de travail ont été faits, mais en appelle toujours à la responsabilité des journalistes dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Il ne faut pas faire d'erreur. Ce sont des sujets où il est question de droits humains, de protection du secret, de la confidentialité. Le Sénégal a ainsi opté dans son plan stratégique de mettre en place des actions harmonisées, et ce, pour un mieux-être pour tous. La sensibilisation au dépistage des enfants séropositifs est une priorité pour les journalistes spécialisés en santé. Avec un taux de dépistage limité à 46%, la prochaine campagne de sensibilisation va cibler cette problématique. Dr Lee, qui est un spécialiste de la question de la santé publique, est revenu sur le traitement de l'information en insistant sur la prévention, c'est-à-dire sur les 3,95 et le dernier 95 a attiré notre attention. Il s'agit du dépistage des enfants. Et on a montré qu'on est loin du taux fixé des 90. On est à 46%. Je pense qu'en tant que journaliste, ça doit nous attirer parce qu'on est tous des pères de famille, on a les enfants et que notre prochaine cible, notre prochain plaidoyer, notre prochaine campagne de sensibilisation, notre prochain axe, ça va intéresser les enfants. C'est-à-dire sensibiliser les parents, surtout les parents qui vivent avec le VIH, de laisser les enfants se dépister. Car le dépistage permet de mettre les enfants, s'ils sont malades, sous traitement, et de les prendre en charge et d'éviter dans l'avenir que ces enfants-là soient séropositifs ou bien qu'ils transmettent la maladie, le virus à certaines personnes. Des propos recueillis par Mamadou Kanté et Papis Dem. Un atelier sur la loi 2020-05 dédié à la protection des victimes de violences sexuelles s'est tenu sous l'égide de l'Association des juristes sénégalaises. Objectif, renforcer la sensibilisation, encourager le changement de comportement et promouvoir la prise de conscience collective.
Ce forum de sensibilisation a pour objectif de renforcer la mobilisation des acteurs autour des violences sexuelles. Où nous avons eu à développer 2 thématiques. La première, c'était la vulgarisation de la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie et son application effective. La deuxième thématique portait sur les mécanismes de protection, des victimes, mais aussi des survivants de violences basées sur le genre. Elle est revenue sur les mécanismes mis en place par l'Association des juristes sénégalaises pour la prise en charge des victimes. Les boutiques de droit qui sont installées un peu partout à travers le Sénégal, dont 9 présentement dans cette région, dont Thiès. C'est un centre d'accueil et d'assistance des victimes de violences basées sur le genre. Au sein de cette structure, c'est-à-dire le centre d'accueil, la victime peut être accueillie, orientée, assistée de façon juridique et judiciaire. Elle est prise en charge, elle peut bénéficier de l'assistance d'un avocat où les charges sont supportées par l'association des juristes. Une activité qui entre dans le cadre des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Mobiliser les acteurs qui interviennent dans la chaîne de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre dans le cadre des séjours d'activisme où il est question cette année de riposter face aux violences basées sur le genre. Ce n'est pas du hasard. Les victimes ou parents des victimes doivent porter les affaires devant la justice et se défaire de la loi d'Omerta. C'est à partir de la dénonciation qu'on pourra lutter efficacement contre les violences sexuelles et la pédophilie selon la coordinatrice du projet. Binta Traoré, sport à Kédougou, le président de la Ligue régionale de football, Sadio Sissoko, exhorte les jeunes à préserver le nouveau stade récemment inauguré. Cette infrastructure moderne est destinée à soutenir le développement du sport local et à servir toute la communauté, déclare-t-il dans ce reportage. La Ligue régionale de football, à travers son président Sadio Sissoko et son staff, ont sollicité la Fédération sénégalaise de football pour l'obtention d'une infrastructure de valeur et d'une pelouse synthétique ici à Kédougou. On a sollicité la Fédération. Je me rappelle, c'est lors d'une finale de Coupe du Sénégal féminine à Amadou Bari, à Pikine, que le président m'a dit, Sadio, vous m'avez tellement sollicité qu'aujourd'hui je vous dis, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, je vais mettre un gazon synthétique de type FIFA, et je le dis de type FIFA. Si vous regardez le gazon, c'est un gazon homologué FIFA. Donc un gazon homologué FIFA et CAF. Cela veut dire qu'aujourd'hui... Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd car elle a répondu présente en construisant une pelouse homologuée par la FIFA et la CAF. D'un pays voisin veut s'entraîner, cette équipe-là peut s'entraîner sur notre gazon synthétique. Donc je dirais que c'est un sentiment de satisfaction. Donc la fête partielle, en attendant que les travaux finissent, pour permettre à la jeunesse de Kédougou de pratiquer le football chez eux. Donc c'est ainsi que la pelouse a été homologuée et acquise. Donc provisoirement en attendant que les travaux finissent. Ainsi, cette infrastructure permettra aux jeunes sportifs talentueux de Kédougou de se faire valoir. Le président a exhorté les jeunes à bien entretenir ce joyau. Hors de nos frontières, après une nuit marquée par de violents raids israéliens, le calme est revenu ce matin. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, Jean-Noël Barrot a entamé une visite au Tchad avec une halte prévue dans un camp de réfugiés soudanais. Reçu de Moussa Mané. L'armée libanaise vient de publier un communiqué annonçant le début de son déploiement dans le sud du pays. Elle appelle les déplacés à ne pas regagner immédiatement leur village avant le retrait israélien.